La saison des pluies arrive et une route refuse de disparaître, alors que des milliards financent des infrastructures classiques. Une section rurale tient à contre-modèle grâce à un matériau rejeté et local. Que signifie pour un pays et pour vous qu'Ibrahim Traoré transforme un déchet en preuve concrète de continuité? Un pari modeste, un effet potentiellement continental. Cette histoire propose plus qu'un récit d'innovation technique. Elle pose un enjeu clair, mesurable et immédiatement compréhensible. Le bénéfice central est simple: réduire l'incertitude quotidienne liée à l'accès. Derrière une route qui tient tout s'effondre, il y a des décisions ordinaires. Aller au marché, maintenir une consultation médicale, envoyer un enfant à l'école sans parier sur la météo. Ici, l'enjeu n'est pas la performance spectaculaire, mais la continuité. Le projet observé promet d'agir sur trois niveaux à la fois. D'abord, le coût. Construire moins cher dans un pays où chaque arbitrage budgétaire compte. Ensuite, l'autonomie. Utiliser des ressources disponibles localement plutôt que dépendre de solutions importées. Enfin, la crédibilité. Prouver par les faits et non par le discours qu'une alternative peut fonctionner dans des conditions réelles. Un micro-doute subsiste pourtant et structure la suite. Si cette méthode est si efficace à petite échelle, pourquoi rencontre-t-elle autant de résistance? C'est cette tension entre promesses concrètes et scepticisme persistant qui donne son poids au récit. Une route test a traversé toute une saison des pluies sans rupture majeure. Le récit avance un chiffre qui change la perception: près de 40% de réduction des coûts de construction par rapport aux méthodes traditionnelles. Ces deux éléments suffisent à déplacer le débat. Ce qui était perçu comme une idée trop simple devient une démonstration qui oblige à regarder autrement les habitudes d'infrastructure. Le premier verrou posé dès l'ouverture se referme ici. Il ne s'agit plus d'un geste symbolique, mais d'un résultat observable dans des conditions réelles. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme un inventeur isolé, mais comme le déclencheur d'un test grandeur nature. Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir au point de départ. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, les routes deviennent impraticables dès que les pluies s'installent. La conséquence n'est pas abstraite. Écoles difficiles d'accès, centres de santé éloignés, marchés désertés. La route n'est pas un confort, c'est une condition de fonctionnement social. Lorsque la piste cède, tout ralentit. Face à ce problème répété, la solution classique repose sur des infrastructures coûteuses, souvent confiées à des acteurs extérieurs, avec des délais longs et une dépendance structurelle. Le projet porté par Ibrahim Traoré s'inscrit en rupture avec cette logique. Il part d'un matériau disponible, négligé, et d'une organisation locale mobilisable. L'objectif n'est pas d'égaler les standards autoroutiers, mais de répondre à un besoin précis: rester praticable quand tout le reste lâche. Le chiffre de 40% agit ici comme un révélateur. Il ne promet pas un miracle économique, mais il ouvre un espace de décision. Si construire moins cher permet de multiplier les sections praticables, alors la question n'est plus seulement technique, elle devient politique, sociale et stratégique. Ce mini-résultat ne clôt rien. Il ouvre, au contraire, une interrogation centrale, laissée volontairement en suspens. Cette preuve ponctuelle peut-elle devenir une méthode reproductible ou restera-t-elle un cas isolé toléré parce qu'il dérange peu? Le récit quitte un instant les chiffres pour poursuivre un visage ordinaire. Dans l'est du pays, un chef d'équipe local coordonne la collecte et la préparation des pneus usagés. Son rôle n'a rien de spectaculaire, et c'est précisément ce qui rend le projet lisible. Il ne parle ni de stratégie nationale ni de souveraineté, mais d'horaires, de points de dépôt, de pneus à trier et de journées à organiser. La route commence ici, bien avant le chantier. Ce personnage guide révèle une mécanique concrète.
Il doit convaincre les habitants de participer, expliquer pourquoi ces pneus, autrefois brûlés ou abandonnés, deviennent soudain précieux. Il organise la logistique, synchronise la collecte avec l'avancée des travaux et gère les attentes. Sans régularité dans ses gestes, l'idée reste théorique. Avec eux, elle devient un processus continu. Un premier micro-cas éclaire l'effet immédiat. Une vendeuse de produits agricoles raconte que, pendant la saison des pluies, rejoindre le marché relevait du pari. Une piste boueuse suffisait à annuler toute sortie. Depuis la mise en place de la voie test, rien d'extraordinaire ne s'est produit. Et c'est justement cela qui compte. Elle peut planifier, transporter, vendre, puis rentrer sans perdre une journée entière. La route ne crée pas de richesse nouvelle, elle réduit l'incertitude. Un second micro-cas renforce cette lecture. Un agent de santé évoque les retards accumulés lorsque les pistes se dégradent. L'intérêt principal de la nouvelle chaussée n'est pas d'aller plus vite, mais de tenir au moment critique. Quand tout devient impraticable, elle reste accessible. Ses impacts précoces ne relèvent ni de la prouesse technique ni du discours politique. Ils reposent sur une continuité retrouvée. Et c'est là que se joue l'essentiel. Une route stable change des vies avant même les chiffres. Avant, la scène était connue et presque routinière. À l'approche des pluies, les pistes se dégradaient rapidement, les travaux de réparation se succédaient, puis s'interrompaient, faute de moyens ou de résultats en taux durables. Après, une section expérimentale reste praticable là où l'on s'attendait à une nouvelle rupture. Ce passage du encore une fois, oh oui, cette fois-ci, ça tient, constitue le point de bascule du récit. L'activation du projet commence par un geste simple, presque banal, transformer un déchet en matériau. Des pneus usagés destinés à l'abandon ou à la combustion deviennent une ressource organisée. Des points de collecte sont mis en place, des équipes locales apprennent à trier, nettoyer et préparer ces pneus. La logistique n'est pas un détail secondaire, elle est le cœur du mécanisme. Sans flux régulier de matières premières, la route n'existe pas. Ibrahim Traoré intervient à ce stade comme un catalyseur plus que comme un exécutant. Il pousse l'idée hors du cadre expérimental fermé pour l'exposer au réel. Le chantier pilote démarre dans plusieurs villages de l'Est, visible, observable, commenté. Les premiers mètres posés attirent l'attention précisément parce qu'ils rompent avec les habitudes. On ne parle plus de béton importé, ni de normes extérieures, mais de ressources disponibles et de participation locale. Le rythme s'accélère lorsque le projet affronte son premier test majeur. La saison des pluies arrive sans négociation possible. Dans le récit, elle agit comme un juge immédiat. Les routes traditionnelles, déjà fragiles, se fissurent ou deviennent impraticables. La section construite à partir de pneus recyclés, elle, traverse cette période sans dommage majeur. Ce moment transforme une hypothèse en résultat visible. L'idée cesse d'être simplement audacieuse. Elle devient difficile à ignorer. Le climax s'installe quand les premiers repères chiffrés circulent. Le récit avance une réduction proche de 40% des coûts de construction, puis une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien. Ces données ne sont pas présentées comme des promesses abstraites, mais comme des constats liés au terrain. Elles ouvrent une nouvelle perspective. Si l'argent économisé peut être réaffecté, l'infrastructure n'absorbe plus l'ensemble des budgets disponibles. Mais cette montée en puissance déclenche aussi des répliques. Les entreprises de construction établies expriment leurs doutes parfois ouvertement. Des experts soulignent les incertitudes liées à la durabilité à long terme et à la sécurité. Les standards internationaux sont invoqués et l'initiative est qualifiée de risquée. Le projet quitte alors le chantier pour entrer dans des arènes plus larges, où se croisent intérêts économiques, crédibilité technique et reconnaissance extérieure. La réponse d'Ibrahim Traoré reste volontairement sobre. Il ne promet pas une révolution immédiate,
Il renvoie aux faits observés, rappelle l'usage visé, principalement rural, et insiste sur l'autonomie créée par la montée en compétences locales. La stratégie est claire. Répéter, observer, ajuster. À ce stade, le projet n'est ni validé ni disqualifié. Il est exposé, discuté, et c'est précisément cette exposition qui marque la fin de la phase expérimentale. Au départ, construire une route rurale absorbait l'essentiel du budget disponible. Après le test, le même tronçon coûte environ 40% de moins. Cette baisse signifie qu'avec une enveloppe identique, davantage de sections peuvent rester praticables toute l'année, sans arbitrage aussi sévère. Le premier indicateur avancé concerne donc le coût de construction. La réduction proche de 40% n'est pas présentée comme un record, mais comme un écart structurel avec les méthodes classiques. Elle provient d'un choix simple. Utiliser un matériau local, disponible, et éviter une partie des intrants importés. L'explication tient en peu de mots. Moins d'achats extérieurs, moins de transport, plus de travail local. Ce déplacement du coût change la logique du projet. L'argent n'est plus concentré dans l'amont, mais redistribué sur le terrain. Le deuxième chiffre porte sur l'entretien. Là où les routes traditionnelles exigent des réparations fréquentes après chaque saison des pluies, le récit évoque une réduction d'environ 30% des coûts de maintenance. Cette donnée est cruciale car elle s'inscrit dans la durée. Une route qui coûte peu à construire mais cher à maintenir perd rapidement son intérêt. Ici, la résistance observée face à l'eau et à la chaleur limite les interventions répétées. L'explication est pragmatique. La structure absorbe mieux les contraintes au lieu de les fissurer. Un troisième indicateur complète le tableau. Chaque kilomètre de route permettrait de recycler près de 10 000 pneus usagés. Ce chiffre n'est pas seulement environnemental, il est logistique. Il donne une mesure concrète de l'effort de collecte, de transformation et de coordination nécessaire. En clair, la route devient le débouché visible d'une chaîne d'action locale. Sans organisation collective, ce volume serait impossible à atteindre. Ces trois chiffres pris ensemble forment un faisceau plutôt qu'une preuve définitive. Ils ne garantissent ni une généralisation immédiate, ni une durabilité absolue, mais ils déplacent la discussion. On ne débat plus d'une idée séduisante, on discute d'écarts mesurables. C'est à ce niveau que le projet porté par Ibrahim Traoré gagne en crédibilité. Il ne promet pas une solution universelle, il documente une différence. L'enjeu réside désormais dans l'interprétation. Une réduction de coûts à la construction libère des marges budgétaires. Une maintenance allégée diminue la pression à long terme. Un recyclage massif transforme un déchet en ressource. Pris séparément, ces éléments restent discutables. Ensemble, ils dessinent une option difficile à écarter sans examen approfondi. La question ouverte, laissée volontairement sans réponse immédiate, est la suivante. Ces chiffres résisteront-ils à la répétition, à l'échelle et à des conditions d'usage plus étendues? C'est sur ce point précis que se concentrent désormais les attentes et les critiques. Les critiques les plus solides du projet ne viennent pas de l'hostilité idéologique, mais d'une lecture prudente des risques. Premier argument avancé, la durabilité à long terme. Selon plusieurs experts, une route qui tient une ou deux saisons ne constitue pas une garantie suffisante. Les infrastructures sont censées supporter des années d'usage, des variations climatiques extrêmes et parfois une intensification du trafic. Dans cette perspective, l'absence de recul historique fragilise la crédibilité du modèle. Une solution innovante peut fonctionner dans des conditions limitées et échouer dès qu'elle est soumise à des contraintes plus lourdes. Deuxième argument, la sécurité et la normalisation. Les opposants soulignent que les routes construites à partir de pneus recyclés ne répondent pas encore à des standards internationaux largement reconnus. Sans certification, sans protocole d'essai à grande échelle et sans cadre normatif clair,
il devient difficile d'envisager une adoption nationale, encore moins régionale. Pour ces critiques, l'enjeu n'est pas de bloquer l'innovation, mais d'éviter qu'un enthousiasme prématuré ne produise des infrastructures inégales, voire dangereuses, dans certaines zones. Ces deux arguments sont cohérents et ne peuvent être écartés d'un revers de main. Ils rappellent que l'histoire des infrastructures est jalonnée de solutions prometteuses abandonnées après des échecs tardifs. Cependant, la réponse apportée par les partisans du projet ne nie pas ces risques. Elle les replace dans leur contexte d'usage. Le modèle observé ne vise pas des axes à fort trafic ni des corridors internationaux. Il s'adresse prioritairement à des routes rurales, où la contrainte principale n'est pas la vitesse ou la charge, mais la praticabilité continue. En outre, les défenseurs rappellent que les méthodes traditionnelles, pourtant certifiées, échouent régulièrement dans ces mêmes zones. Les routes classiques se fissurent, se dégradent et nécessitent des réparations répétées, souvent coûteuses. Le débat ne se situe donc pas entre une solution parfaite et une solution risquée, mais entre deux options imparfaites, dont l'une semble mieux adaptée aux contraintes locales observées. Enfin, un point revient avec insistance: la progressivité. Le projet n'est pas présenté comme un basculement brutal, mais comme une accumulation de preuves. Chaque nouvelle section construite, chaque saison traversée sans rupture, ajoute une couche de données. Ce rythme lent est perçu par certains comme une faiblesse. Pour d'autres, il constitue précisément la seule réponse crédible aux critiques formulées. La tension reste entière. Les objections sont fondées, mais elles n'annulent pas les résultats déjà observés. Elles déplacent le débat vers une question plus exigeante. À quelles conditions une innovation locale peut-elle être jugée légitime sans être comparée à des standards conçus pour d'autres réalités? À ce stade, il ne s'agit plus d'une simple expérience. À partir de ce moment précis, le récit change de nature. Jusqu'ici, chaque élément pouvait encore être rangé dans la catégorie du test toléré, observé avec curiosité mais sans engagement réel. Désormais, la question n'est plus de savoir si la route fonctionne une fois, mais ce qu'implique le fait qu'elle fonctionne sous contrainte. La résistance à la saison des pluies n'est plus un détail technique, elle devient un critère de décision. Ibrahim Traoré se retrouve alors au centre d'un déplacement subtil. Il ne s'agit plus seulement d'encourager une initiative locale, mais d'assumer ce qu'elle remet en cause. En laissant le projet franchir ce seuil, il accepte que l'attention se déplace du chantier vers le modèle. Le regard ne porte plus uniquement sur la route, mais sur la logique qui la rend possible. Ressources locales, participation communautaire, coûts maîtrisés et répétition potentielle. Ce basculement introduit une nouvelle exigence. Une idée tolérée peut rester marginale. Un modèle crédible, lui, doit être évalué, comparé et parfois contesté. À partir de là, chaque succès local appelle une question plus large. Pourquoi cette méthode ici et pas ailleurs? Chaque critique prend aussi plus de poids car elle ne vise plus une exception, mais une trajectoire possible. Le projet entre ainsi dans une zone inconfortable où il ne peut plus se contenter d'être différent. Il doit désormais prouver qu'il est cohérent, transmissible et durable. C'est ce passage, souvent invisible, qui marque le véritable milieu de l'histoire. Si l'on se place du point de vue de pays confrontés à des défis de développement, l'initiative ouvre une brèche conceptuelle importante. Elle montre qu'un pays peut explorer une voie d'infrastructure sans s'aligner immédiatement sur des modèles importés, coûteux et rigides. Si une route reste praticable pendant la saison des pluies avec des moyens locaux, alors la dépendance structurelle aux grands prestataires extérieurs devient discutable. Le projet ne promet pas une autonomie totale, mais il introduit une capacité de choix. Cette possibilité, même partielle, modifie la position de négociation des États face aux acteurs internationaux. Avec Ibrahim Traoré
l'infrastructure cesse d'être uniquement un poste de dépense pour redevenir un levier stratégique. Si l'on se concentre sur le Burkina Faso, l'impact est à la fois immédiat et symbolique. Sur le plan pratique, une route qui tient réduit les interruptions économiques, sécurise l'accès au marché et stabilise les services essentiels. Mais l'effet dépasse la logistique. La participation locale transforme la perception du projet. Les habitants ne se vivent plus comme des bénéficiaires passifs, mais comme des acteurs d'une solution collective. Cette implication nourrit une fierté mesurée, fondée sur des résultats visibles plutôt que sur des discours. Ibrahim Traoré incarne ici moins une autorité technique qu'un point d'appui politique pour légitimer cette réappropriation. Du point de vue de pays plus industrialisés, l'expérience est observée avec un mélange de curiosité et de prudence. Le recyclage massif de pneus usagés répond à des préoccupations environnementales partagées, notamment la gestion des déchets et la réduction de l'empreinte carbone. Toutefois, l'intérêt reste conditionné par la question des normes et de la reproductibilité. Le projet interpelle davantage comme laboratoire que comme modèle prêt à l'exportation. Il rappelle néanmoins que certaines solutions émergent de contextes contraints et non de laboratoires suréquipés. Cette inversion du regard n'est pas anodine. Pour les observateurs attentifs, qu'ils soient chercheurs, journalistes ou citoyens engagés, l'enjeu est narratif autant que pratique. Le succès ou l'échec de cette initiative influencera la manière dont l'innovation africaine est perçue. Une réussite durable renforcerait l'idée que des réponses locales peuvent s'attaquer à des problèmes globaux. Un revers visible, au contraire, serait rapidement utilisé pour disqualifier des approches alternatives jugées trop éloignées des standards dominants. Dans ce jeu de perception, chaque kilomètre construit devient un signal. Pris ensemble, ces effets dessinent une carte des conséquences bien plus large que le chantier initial. Le projet porté par Ibrahim Traoré agit comme un test de crédibilité collective. Il mesure la capacité d'un pays à transformer une contrainte en ressource, une urgence en méthode. Les chiffres, les routes et les témoignages ne suffisent pas seuls. Ce qui compte désormais, c'est la cohérence entre les résultats observés et les attentes projetées. La question centrale trouve ici son premier véritable paiement. Que se passe-t-il quand une solution locale commence à produire des effets au-delà de son périmètre initial? La réponse n'est pas encore définitive, mais ses implications sont déjà tangibles. À horizon de 6 à 12 mois, l'initiative peut évoluer selon trois trajectoires distinctes sans qu'il soit nécessaire d'en assigner une probabilité. Le scénario de base repose sur une consolidation méthodique. Les sections pilotes sont stabilisées, observées sur plusieurs cycles climatiques, puis étendues par grappes cohérentes. Les priorités restent rurales, là où la praticabilité pendant la saison des pluies produit le plus d'effet social. Dans ce cadre, l'effort se déplace vers l'organisation. Routine de maintenance, qualité des matériaux, formation continue des équipes locales. Le projet progresse lentement, mais chaque extension repose sur des preuves accumulées plutôt que sur un effet d'annonce. La crédibilité se construit par répétition. Le scénario optimiste suppose une accélération portée par l'adhésion locale et une attention extérieure plus favorable. Les centres de collecte et de préparation se multiplient, la chaîne logistique gagne en régularité et l'emploi local s'élargit. Les économies réalisées à la construction et à l'entretien dégagent des marges budgétaires, réinvesties dans d'autres services essentiels. L'initiative change alors d'échelle symbolique. Elle n'est plus seulement une réponse à une urgence, mais un modèle de développement adapté à des contraintes partagées. Dans cette hypothèse, d'autres territoires observent, s'inspirent et testent à leur tour, non par imitation, mais par adaptation. Le scénario pessimiste, enfin, met en lumière les fragilités. Les critiques se durcissent,
Les exigences de certification ralentissent les chantiers et des difficultés logistiques apparaissent. Une collecte irrégulière, une coordination défaillante ou une dégradation visible suffisent à éroder la confiance. Le projet se fige à l'échelle de quelques zones tolérées mais non reproduites. Dans ce cas, l'expérience reste une parenthèse, souvent citée, rarement poursuivie. Une seule défaillance, très médiatisée, pourrait peser plus lourd que plusieurs succès discrets. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose indépendante du résultat final. Juger l'initiative sur une chaîne complète et non sur un symbole isolé. Si la collecte, la transformation, la pose et l'entretien restent cohérents, la promesse tient. Si un maillon cède, l'ensemble s'affaiblit. Cette lecture conditionnelle évite à la fois l'enthousiasme aveugle et le rejet prématuré. La question laissée ouverte est volontairement exigeante. Comment distinguer une réussite ponctuelle d'un modèle capable de durer et de se transmettre? C'est à cette échelle que se jouera la suite. Pour le spectateur, l'enjeu ne se situe pas au niveau des techniques de construction, mais dans des gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent une vie quotidienne. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première ressource retrouvée est le temps. Moins de trajets annulés, moins d'heures perdues à attendre que la boue sèche, moins de décisions prises dans l'urgence. Cette continuité transforme la manière dont une famille organise ses priorités, sans bruit ni promesses spectaculaires. L'effet le plus visible concerne l'accès. Accéder à un centre de santé devient une action planifiable plutôt qu'un pari. Rejoindre une école cesse d'être conditionné par la météo. Transporter une production agricole retrouve une forme de régularité. Ces changements peuvent paraître modestes, les prix isolément, mais ils s'additionnent. Ils réduisent l'incertitude qui est souvent le coût caché le plus lourd dans les zones rurales. Un autre impact, plus discret, touche à la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte des pneus, à leur préparation et à la pose de la route, ils comprennent le fonctionnement du projet. Cette compréhension modifie la relation à l'infrastructure. La route n'est plus un objet imposé, lointain, dépendant d'interventions extérieures. Elle devient un résultat collectif, identifiable, réparable. Cette implication favorise une vigilance locale et une responsabilité partagée. À l'échelle individuelle, deux pistes seules simples émergent sans ajouter de faits nouveaux. La première consiste à observer comment un déchet peut devenir une ressource et quels blocages culturels ou organisationnels empêchent cette transformation. La seconde invite à distinguer une réussite visible d'une réussite durable. Une route qui tient une saison envoie un signal. Une méthode qui se répète, s'entretient et se transmet construit un modèle. Ce déplacement du regard est essentiel. Il empêche de réduire l'initiative à une image inspirante ou à un slogan. Il ramène la discussion à une question concrète, applicable bien au-delà du contexte observé. Qu'est-ce qui améliore réellement la continuité de la vie quotidienne et à quelles conditions? Pour que l'initiative puisse dépasser le stade du pilote, une trajectoire opérationnelle claire se dessine, structurée en étapes lisibles. La première concerne la collecte. Il s'agit d'installer des points de dépôt réguliers, répartis selon les besoins réels et de sécuriser un flux constant de pneus usagés. Sans cette base matérielle, aucune extension n'est envisageable. L'objectif n'est pas l'abondance ponctuelle, mais la prévisibilité, mesurée par la capacité à alimenter les chantiers sans interruption. La deuxième étape porte sur la transformation. Des équipes locales doivent être formées aux procédés de préparation, avec des standards à poids simples mais reproductibles. Ici, le critère de réussite n'est pas la sophistication technique, mais la stabilité de la qualité. Une méthode compréhensible, transmise et contrôlée localement réduit la dépendance aux experts extérieurs et renforce l'autonomie opérationnelle.
La troisième étape concerne la mise en œuvre sur le terrain. Les chantiers doivent rester à une échelle maîtrisée, alignée avec les capacités des équipes et des ressources disponibles. L'enjeu est d'éviter une expansion trop rapide qui fragiliserait l'ensemble. À ce stade, Ibrahim Traoré joue un rôle d'arbitre stratégique en privilégiant la cohérence plutôt que la visibilité immédiate. Vient ensuite l'entretien, souvent négligé dans les projets d'infrastructure. Des routines simples, planifiées et mesurables doivent être intégrées dès le départ. La durabilité ne se prouve pas seulement à la construction, mais dans la capacité à maintenir la praticabilité au fil des saisons. C'est sur ce point que la crédibilité à long terme se consolide ou s'effrite. Enfin, une cinquième étape traverse toutes les autres, la mesure. Chaque tronçon doit produire des données comparables, même limitées, sur les coûts, la résistance et l'usage réel. Ces repères permettent d'ajuster sans discours excessif. Ils transforment une intuition en méthode. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit cependant un cadre dans lequel une idée peut devenir un processus. Et c'est précisément à ce niveau que l'approche soutenue par Ibrahim Traoré sera jugée, non sur son ambition, mais sur sa capacité à tenir dans le temps. Le récit revient là où il avait pris une forme humaine. Le chef d'équipe local, aperçu plus tôt, continue son travail sans caméra ni discours. Il vérifie des dépôts, ajuste des plannings, explique encore pourquoi un pneu usagé mérite d'être conservé. Rien n'a changé dans ses gestes et pourtant le contexte autour de lui s'est déplacé. La route qu'il contribue à maintenir n'est plus seulement un essai toléré. Elle est devenue un repère, attendu, observé, commenté. Cette continuité silencieuse donne sa profondeur au projet. Ce ne sont pas les annonces qui tiennent la route, mais la répétition des actions ordinaires. Chaque collecte, chaque préparation, chaque réparation prolonge la preuve initiale. Le symbole ne précède pas l'effort, il en découle. C'est dans cet espace discret que l'initiative trouve sa force émotionnelle, loin des récits héroïques. Ibrahim Traoré apparaît alors en filigrane, non comme le centre de chaque scène, mais comme celui qui a permis ce cadre. En laissant le temps faire son travail, il accepte une forme de lenteur rarement compatible avec l'attente politique. Cette retenue renforce paradoxalement la crédibilité du projet. Elle montre que la transformation visée ne repose pas sur un moment spectaculaire, mais sur une accumulation patiente de faits. Le rappel est clair et volontairement simple. Ce qui tient dans le quotidien finit par compter. Cette phrase, sans emphase, résume l'enjeu émotionnel. Une route stable n'est pas une promesse abstraite. Elle devient une habitude, puis une évidence. Et lorsque l'évidence s'installe, le changement cesse d'être débattu pour être vécu. Cette histoire ne demande pas une adhésion immédiate ni un jugement définitif. Elle invite plutôt à déplacer le regard. Ce qui se joue ici dépasse une technique particulière ou un chantier précis. Il s'agit d'observer comment une contrainte locale peut devenir un point de départ et comment une solution modeste peut produire des effets durables lorsqu'elle s'inscrit dans une logique cohérente. Le projet associé à Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un modèle à copier, mais comme une expérience à interroger avec méthode. Pour chacun, l'enjeu est différent. Certains y verront une piste pour repenser l'usage des ressources négligées. D'autres s'arrêteront sur la manière dont des communautés peuvent reprendre la main sur des infrastructures essentielles. D'autres encore y liront une question plus large sur la façon dont l'innovation est évaluée, validée ou écartée selon les contextes. Aucune de ces lectures n'épuise le sujet. Ce récit